Imaginez la scène. Un homme se tient debout devant le pape. Pas n'importe quel pape, le pape en personne, venu spécialement pour lui depuis Rome, ayant traversé les Alpes en plein hiver, chose qui ne s'était jamais produite depuis que le monde était monde. Et cet homme, celui pour qui le chef de toute la chrétienté avait fait ce voyage impossible, n'est pas roi. Il n'a jamais été roi. Son père n'était pas roi. Son grand-père n'était pas roi. Toute sa famille, aussi loin que remonte la mémoire, ne t'a jamais porté une couronne. Et pourtant, ce jour-là, le pape lui pose une couronne sur la tête, lui verse de l'huile sainte sur le crâne, le proclame roi devant Dieu et devant les hommes. Et en faisant ce geste, le pape brise avec des siècles de tradition, d'ordre divin, de légitimité dynastique. Il invente quelque chose de totalement nouveau. Il invente l'idée que le pouvoir religieux peut créer le pouvoir politique, que l'Église peut faire les rois, que Dieu parle par la bouche du pape pour désigner ceux qui doivent régner. Cet homme qui reçut ce couronnement extraordinaire, cet homme qui changea à jamais la relation entre Rome et les rois d'Europe, cet homme dont les décisions résonnent encore dans notre monde aujourd'hui, c'est Pépin le Bref. Et je peux vous garantir que ce que vous allez apprendre sur lui dans les prochaines minutes va complètement transformer votre façon de voir le pouvoir, la religion et la naissance de l'Europe. Commençons par ce surnom, Pépin le Bref. Qu'est-ce que cela signifie exactement ? Le mot « bref » en vieux français ne désignait pas quelqu'un de rapide, ni quelqu'un qui parlait peu. Il désignait simplement quelqu'un de petit, court de taille. Pépin était petit. Ses contemporains le remarquèrent suffisamment pour que ce détail physique devienne sa marque distinctive dans l'histoire. Pendant des siècles, les historiens débattirent pour savoir s'il s'agissait d'une petitesse réelle ou symbolique. La réponse semble être réelle. Pépin était effectivement un homme de petite stature physique. Mais voici l'ironie magnifique de son existence. Pépin le Bref fut peut-être l'homme politiquement le plus grand de son époque. Pas le plus brillant guerrier, pas le plus visionnaire des intellectuels, pas le plus charismatique des orateurs, mais celui qui comprit mieux que personne les règles du jeu du pouvoir dans le monde de son temps, et qui les utilisa avec une intelligence froide et méthodique pour réaliser ce qui semblait impossible. Pour comprendre qui était Pépin, il faut d'abord comprendre la situation dans laquelle il naquit. Il naquit vers 714, fils de Charles Martel, le fameux sauveur de la chrétienté à Poitiers. Dès sa naissance, Pépin appartint à ce qu'on appelait la famille des Pipinides, du nom de son arrière-grand-père Pépin de Landenne, ou encore à ce qu'on commence à appeler les Carolingiens, du nom de Charles, ce prénom qui hantait la famille comme un destin. La famille de Pépin exerçait depuis plusieurs générations la fonction de maire du palais du royaume franc. Et ici, il faut s'arrêter, parce que cette fonction est fondamentale pour comprendre toute l'histoire qui va suivre. Et elle est aussi complètement incompréhensible pour quelqu'un qui lit ces mots depuis le XXIe siècle. Le maire du palais n'était pas un employé de maison. Ce n'était pas un intendant, ni un majordome au sens moderne. Le maire du palais était le premier officier du royaume. C'était lui qui gérait l'administration, qui commandait l'armée en campagne, qui rendait la justice au nom du roi, qui recevait les ambassades étrangères. C'était, en termes modernes, quelque chose entre le Premier ministre, le ministre de la Défense et le chef d'état-major réunis en une seule personne. Et les rois mérovingiens, qui étaient théoriquement au-dessus de tout ça, qui étaient les vrais souverains de droit divin avec leur chevelure longue et sacrée, symbole de leur lignée royale. Qu'étaient-ils devenus dans les faits? Des fantômes, des marionnettes. L'histoire les a surnommés les rois fainéants. Et si ce terme est peut-être un peu cruel, il reflète une réalité. Depuis plusieurs décennies, les maires du palais gouvernaient le royaume, et les rois se contentaient de régner, d'apparaître lors des cérémonies, et de ne déranger personne. C'était dans cette situation paradoxale que Pépin avait grandi. Son père, Charles Martel, était l'homme le plus puissant du monde franc, celui que les papes suppliaient, celui que les rois étrangers respectaient, celui dont les armées ne perdaient jamais. Et Charles Martel n'était pas roi. Il avait gouverné pendant 25 ans sous le règne nominal de rois mérovingiens qu'il traitait, dans les faits, comme des détails administratifs à gérer. À la mort de Charles Martel en 741, il ne restait même plus de roi mérovingien sur le trône. Le trône était vacant depuis des années, et Charles Martel ne s'était pas donné la peine d'en mettre un nouveau. Pépin et son frère Carloman héritèrent du pouvoir réel dans un royaume qui avait officiellement un roi absent. Pépin avait d'abord régné en partageant le pouvoir avec son frère Carloman.
Les deux frères s'entendaient relativement bien, chose notable dans une époque où les querelles fraternelles finissaient habituellement dans le sang. Ils menèrent ensemble plusieurs campagnes militaires contre les Alamans, les Bavarois et d'autres peuples aux marges du royaume franc. Lors d'une de ces campagnes contre les Alamans en 746, se produisit un événement qui marqua durablement la réputation de Carloman. Après la bataille, il fit massacrer une grande partie de la noblesse alamane qui s'était rendue, réunie en assemblée. Cet épisode, connu sous le nom de massacre de Cannstatt, fut l'un des déclencheurs d'une décision extraordinaire que prit Carloman l'année suivante. En 747, Carloman abandonna tout, le pouvoir, les armées, les titres, les richesses. Il quitta le royaume franc, traversa les Alpes et alla s'installer en Italie pour se faire moine. Il construisit un monastère sur le Monte Sorate, puis rejoignit l'abbaye du Mont Cassin. Il avait environ 30 ans. Les historiens ont longtemps débattu des raisons profondes de cette décision. Un éclair de mysticisme religieux sincère? Une volonté d'expier le massacre de Cannstatt? Une forme de dépression profonde? Ou encore une manœuvre calculée pour laisser le champ libre à son frère? On ne le saura jamais. Ce qui est certain, c'est que son départ laissa Pépin seul maître du royaume franc. Et maintenant, Pépin se retrouvait dans une situation unique dans l'histoire de l'Europe franque. Il était l'homme le plus puissant du continent. Il commandait les armées les plus redoutables de l'époque. Il contrôlait les ressources d'un territoire immense. Il avait défait tous ses ennemis militaires. Et il n'était toujours pas roi. Pour vous faire saisir à quel point cette situation était absurde et inconfortable, imaginez que vous dirigiez une entreprise de 100 000 employés, que vous preniez toutes les décisions importantes, que tout le monde sache que c'est vous qui commandez, mais que votre carte de visite dise « assistant administratif » pendant que quelqu'un d'autre porte le titre de PDG sans jamais venir au bureau. C'est à peu près ce que vivait Pépin. Et il y avait une raison très concrète pour laquelle cet état de choses était dangereux. Dans le monde politique médiéval, la légitimité n'était pas seulement une question de prestige, c'était une question de survie. Un homme qui gouvernait sans légitimité officielle était théoriquement vulnérable. N'importe quel noble suffisamment ambitieux pouvait se lever et dire « Cet homme n'est qu'un usurpateur. Moi, j'ai le droit du sang, la tradition, Dieu de mon côté. » Et dans une société où ces arguments avaient un poids énorme, cette vulnérabilité était réelle. Pépin décida donc de résoudre ce problème. Et il le fit avec une méthode qui, si on la regarde honnêtement, ressemble davantage à un coup d'État sophistiqué qu'à une évolution naturelle du pouvoir. La première étape fut de trouver un roi mérovingien, parce qu'il fallait un roi mérovingien. Même fantoche, même incapable, même invisible. Sans roi officiel, on ne pouvait pas légalement remplacer un roi. Pépin fit donc sortir d'un monastère où il croupissait depuis des années un certain Childéric III, probablement fils ou petit-fils d'un roi mérovingien précédent. On le mit sur le trône. On lui donna une longue chevelure pour respecter les traditions. On lui fit jouer le rôle du roi pendant que Pépin continuait à gouverner comme il l'avait toujours fait. Childéric III fut roi de 743 à 751. Pendant ces 8 années, il n'est pratiquement pas mentionné dans les chroniques. Pas de décision politique, pas de campagne militaire, pas de loi, pas de diplomatie, rien. Il existait officiellement pour que Pépin puisse exister officieusement. Et puis, en 750 ou 751, Pépin fit quelque chose d'extraordinairement audacieux. Il envoya 2 de ses conseillers les plus importants à Rome pour rencontrer le pape Zacharie. Ces 2 émissaires n'étaient pas n'importe qui. L'un d'eux était Burchard, évêque de Würzburg. L'autre était Fulrad, abbé de Saint-Denis, le monastère royal franc, le lieu où les rois de France seraient enterrés pendant des siècles. Ces 2 hommes posèrent au pape une question, une seule question. Une question qui semble anodine au premier abord, mais qui était en réalité une bombe politique soigneusement construite. « Est-il bon, demandèrent-ils au pape, que celui qui n'a pas le pouvoir soit appelé roi ?» Réfléchissez à la subtilité de cette question. Elle ne demandait pas au pape de déposer Childéric. Elle ne demandait pas au pape de couronner Pépin. Elle demandait simplement au pape de se prononcer sur un principe général. Est-il juste que le titre soit séparé du pouvoir réel? Est-il bon que quelqu'un soit appelé roi sans en exercer les fonctions, pendant que quelqu'un d'autre exerce ses fonctions sans en porter le titre? La réponse à cette question, formulée de cette façon, semblait évidente. Non, bien sûr que non.
Il est absurde et inefficace que le pouvoir et le titre soient séparés. Et c'est exactement la réponse que le pape Zacharie donna. Il confirma qu'il valait mieux appeler roi celui qui exerçait le pouvoir royal plutôt que celui qui se contentait de porter le titre. Ce faisant, le pape Zacharie venait de signer théoriquement l'arrêt de mort de la légitimité mérovingienne et d'ouvrir la voie à la légitimité carolingienne. Il est peu probable qu'il mesurât pleinement toutes les conséquences de sa réponse. Il avait ses propres problèmes urgents, notamment les Lombards qui menaçaient Rome, et il avait intérêt à entretenir de bonnes relations avec l'homme qui contrôlait les armées franques, les plus puissantes d'Europe. Mais quoi qu'il en fût, la réponse était donnée. En 751, l'Assemblée des grands du royaume franc se réunit. Childéric III, le roi fantôme, fut officiellement déposé. On lui coupa les cheveux, ce geste symbolique terrible dans la tradition franque, qui signifiait qu'on lui enlevait sa nature royale, puisque la chevelure longue était le signe physique de la royauté mérovingienne. On l'envoya dans un monastère, où il disparut de l'histoire sans laisser de traces. Nous ne savons même pas quand exactement il mourut. Et Pépin fut élu roi des Francs. Le mot « élu » est important. Les grands du royaume, les aristocrates, les évêques, le choisirent et le proclamèrent. Ce n'était pas une transmission héréditaire au sens strict. C'était une élection, fondée sur la compétence et le pouvoir réel. C'était déjà une innovation considérable. Mais Pépin ne s'arrêta pas là. Parce qu'il comprit que cette élection, si importante soit-elle, ne suffisait pas à fonder une nouvelle légitimité dynastique solide. Les Mérovingiens avaient bénéficié pendant des siècles d'une légitimité quasi mystique, fondée sur la conviction que leur famille était d'origine divine ou semi-divine, que leur sang lui-même était sacré. Pépin n'avait pas ce capital symbolique. Il lui fallait autre chose. Il lui fallait Dieu. Plus précisément, il lui fallait que Dieu se prononce visiblement en sa faveur. Et pour qu'on soit convaincu que Dieu s'était prononcé, il fallait un rituel. Un rituel public, visible, incontestable. Un rituel qui transformerait Pépin de simple seigneur puissant en roi ou un du Seigneur. Ce rituel, c'est le sacre. Et en 751, lors de cette même assemblée, l'archevêque Boniface, le plus grand missionnaire et évangélisateur de l'Allemagne, le représentant de Rome dans le monde franc, versa de l'huile sainte sur la tête de Pépin et le sacra roi. Pour la première fois dans l'histoire des Francs, un roi était consacré par l'Église. Cette fusion entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique allait définir l'Europe pendant 1000 ans. Mais Pépin voulait encore plus. Une cérémonie faite par un représentant du pape, c'était bien. Une cérémonie faite par le pape lui-même, c'était infiniment mieux. Et l'opportunité se présenta très rapidement. En 753, le pape Étienne II se trouvait dans une situation catastrophique. Les Lombards, peuple germanique installé dans le nord de l'Italie depuis 2 siècles, étaient en train de resserrer leur étreinte sur Rome. Leur roi, Aistulf, avait déjà pris Ravenne, le principal territoire byzantin d'Italie, et exigeait maintenant un tribut de Rome. L'empereur byzantin de Constantinople, qui était théoriquement le protecteur de Rome, était trop loin, trop occupé par ses propres guerres et pas assez intéressé par les problèmes d'un pape qu'il considérait souvent avec méfiance. Le pape Étienne II n'avait qu'une option. Un seul homme en Europe avait les armées nécessaires pour sauver Rome. Un seul homme avait la puissance militaire pour repousser les Lombards. Et cet homme venait de devenir roi des Francs, grâce à la bénédiction papale. La logique de l'échange était implacable. Le pape Étienne II fit quelque chose d'absolument extraordinaire, quelque chose d'inédit dans toute l'histoire de la papauté. Il traversa les Alpes en plein hiver. Il quitta Rome. Il abandonna son siège, son trône, sa sécurité, pour aller chercher personnellement l'aide de Pépin. C'était un geste d'une humilité et d'un désespoir qui en disait tout sur la gravité de la situation. Pépin le reçut avec tous les honneurs imaginables. Les chroniques nous racontent une scène frappante. Pépin descendit de son cheval et marcha à pied aux côtés du pape en signe de déférence. Puis il offrit au pape un spectacle qui dut le rassurer considérablement, une démonstration de la puissance des armées franques, qui n'avait pas d'équivalent en Europe. Et lors de cette rencontre, quelque part en France au début de l'année 754, le pape Étienne II sacra Pépin une 2e fois. Cette fois, c'était le pape en personne.
Cette fois, l'huile sainte venait directement du représentant de Dieu sur terre. Cette deuxième cérémonie surpassait en prestige tout ce qui avait été fait en 751. Pépin recevait maintenant une double légitimité, celle de ses pairs qu'il avait élus et celle de Dieu signifiée par le geste du pape. Il y a un détail de ce sacre qui est rarement mentionné, mais qui est fascinant. Lors de cette cérémonie, le pape Étienne II sacra non seulement Pépin, mais aussi ses deux fils, Charles et Carloman. En les sacrant, il leur transmettait d'avance la légitimité royale, et surtout, il leur conférait une protection extraordinaire. Le pape prononça une interdiction solennelle. Quiconque oserait jamais tenter d'élire un roi des Francs qui ne serait pas issu du sang de Pépin serait frappé d'excommunication. L'excommunication, au 8e siècle, n'était pas une peine symbolique. C'était l'exclusion de la communauté chrétienne, la perte de tout droit religieux et civil, la condamnation potentielle de son âme pour l'éternité. Pépin venait de faire protéger sa dynastie par la menace des flammes de l'enfer. Ce fils Charles que le pape avait sacré ce jour-là en même temps que son père, ce fils qui recevait la légitimité royale depuis l'enfance, ce fils dont les chroniqueurs décrivent qu'il était déjà remarquable par sa stature, son énergie et son intelligence, vous savez déjà comment l'histoire l'appellera, Charlemagne. Maintenant, Pépin devait honorer sa partie du contrat. Il leva une armée et marcha vers l'Italie. La campagne de Pépin en Italie fut rapide et efficace. Les Lombards, confrontés aux armées franques, préférèrent la négociation à la destruction totale. Leur roi, Aistulf, accepta des conditions de paix, promit de restituer les territoires conquis et promit de ne plus menacer Rome. Mais voici quelque chose de fondamental à comprendre sur Pépin. Il avait une mémoire des promesses brisées. Aistulf avait promis, et dès que l'armée franque eut repassé les Alpes, Aistulf rompit sa promesse. Il assiégea Rome avec une armée encore plus grande. Les messagers du pape coururent vers la France. Et ce qu'ils rapportèrent au pape, ce fut peut-être l'aspect le plus extraordinaire de toute cette histoire. La version officielle raconte que les messagers du pape furent interceptés ou retardés par des agents lombards et byzantins qui voulaient empêcher que Pépin n'aide Rome. Et malgré ces obstacles, Pépin décida de marcher une deuxième fois en Italie. La deuxième campagne italienne fut encore plus décisive que la première. Aistulf fut battu de manière si convaincante qu'il dut accepter une paix humiliante, livrer des otages, payer une indemnité considérable et surtout renoncer définitivement aux territoires qu'il avait conquis. Ces territoires, Pépin les remit au pape, pas à l'empereur, byzantin, qui avait théoriquement des droits légaux sur ces terres puisqu'elles avaient appartenu à l'Empire romain d'Orient. Non. À l'empereur byzantin, Pépin envoya une lettre assez sèche expliquant que ces terres étaient offertes au prince des apôtres, c'est-à-dire à Saint Pierre et à son successeur sur terre, le pape. C'est ce qu'on appelle la donation de Pépin. Cette donation que les historiens modernes peuvent reconstituer à travers des copies et des références indirectes, puisque l'original a été perdu, est l'acte de naissance des États pontificaux. Elle donna au pape un territoire souverain, un État réel avec des villes, des routes, des ressources, une population. Elle transforma le pape de simple chef religieux en chef politique et territorial. Et les conséquences de cet acte se firent sentir jusqu'en 1870, soit pendant plus de 11 siècles, jusqu'à ce que l'armée du royaume d'Italie entre dans Rome et mette fin à l'État papal. Il y a quelque chose d'absolument crucial à comprendre dans la donation de Pépin, quelque chose qui révèle la profondeur stratégique de sa pensée politique. Pépin aurait pu garder ces territoires italiens pour lui. Ils étaient riches, bien placés, et les ajouter à son royaume aurait augmenté sa puissance directe. Mais il choisit de les donner au pape. Pourquoi? Parce que Pépin pensait à long terme. Il venait de créer un système d'alliance et de réciprocité avec la papauté qui était bien plus précieux que quelques villes italiennes. Il avait établi un précédent. Le roi des Francs est le protecteur de Rome. Le roi des Francs est l'homme de confiance de Dieu sur terre. Et en échange de cette protection, l'Église légitime la royauté des Carolingiens, sacre leur roi, frappe d'excommunication leurs ennemis et leur donne une aura divine qu'aucune armée ne peut acheter. C'était un investissement extraordinairement rentable. La preuve en fut donnée quelques décennies plus tard, quand le fils de Pépin, ce Charles qu'on appellerait Charlemagne, reçut de la main d'un pape une couronne impériale. Parlons maintenant d'un aspect de Pépin que les livres d'histoire mentionnent rarement, sa politique intérieure.
Parce que Pépin ne fut pas seulement un homme qui manœuvrait brillamment dans les couloirs du pouvoir, il fut aussi un réformateur sérieux, quelqu'un qui essaya de transformer en profondeur la société franque. Une des réformes les plus importantes de son règne fut la réforme de l'Église franque. Avant Pépin, le clergé franc était dans un état que les chroniqueurs ecclésiastiques décrivent avec un mélange d'horreur et de résignation. Des évêques qui menaient des guerres personnelles, portaient les armes, avaient des concubines, vendaient les sacrements, ignoraient les règles canoniques. Des monastères qui s'étaient transformés en domaines aristocratiques où la règle monastique n'était plus qu'un souvenir lointain. Des prêtres qui ne savaient plus le latin, célébraient des messes approximatives et mélangeaient le christianisme avec des pratiques issues des anciennes religions germaniques. Pépin, travaillant en étroite collaboration avec le grand réformateur Boniface, entreprit une réforme systématique. Des conciles furent tenus, des règles furent imposées, les évêques furent rappelés à leurs obligations spirituelles. Les monastères furent soumis à des visites d'inspection. Cette réforme de l'Église franque est l'une des grandes œuvres de Pépin, même si elle passa largement inaperçue aux yeux de la postérité qui préféra retenir les exploits militaires de son père et de son fils. Il y a aussi une dimension de la personnalité de Pépin qui mérite d'être soulignée, son rapport à la légitimité culturelle. Pépin comprit très tôt que la légitimité ne se construisait pas seulement par la force militaire et les alliances religieuses. Elle se construisait aussi par les symboles, les cérémonies, les récits. C'est sous Pépin que la cour franque commença à développer une culture du prestige, à imiter certains aspects de la cour byzantine et de la cour pontificale. Cérémonies élaborées, vêtements luxueux, objets précieux, tout cela contribuait à l'image d'une royauté digne de son titre. Pépin ne négligeait aucun détail de la mise en scène du pouvoir. Et il y a une anecdote sur Pépin qui illustre parfaitement cette dimension de sa personnalité. Les chroniques nous racontent qu'un jour, lors d'une assemblée, un grand d'entre ses nobles se moqua de sa petite taille, ou du moins fit montre d'une certaine familiarité déplacée. Pépin répondit par un défi. Il demanda à ce noble d'aller combattre un lion ou un taureau sauvage. Le noble déclina prudemment. Pépin, dit l'histoire, prit lui-même l'arme et tua l'animal d'un seul coup. Puis il se retourna vers ses nobles et leur dit quelque chose dont le sens exact a varié selon les versions, mais dont le message était clair. La taille d'un homme n'a rien à voir avec sa valeur. Et personne, ce jour-là, ne se moqua plus du roi petit. Cette anecdote est peut-être inventée ou embellie. Les biographies médiévales regorgent de tels récits destinés à illustrer les vertus de leurs héros. Mais le fait qu'elle ait circulé et ait été rapportée nous dit quelque chose d'important. Pépin avait une réputation de courage physique personnel qui compensait sa stature modeste aux yeux de ses contemporains. Parlons maintenant d'un épisode souvent oublié du règne de Pépin, la conquête de la Septimanie et la question sarrasine. Pendant que Pépin gérait ses affaires en Italie et réformait l'Église, il avait aussi à faire face à une situation complexe dans le sud de son royaume. La Septimanie. Ce territoire, qui correspond aujourd'hui à peu près au Languedoc, était sous domination sarrasine depuis des décennies, tenu par une population mozarabe, c'est-à-dire des chrétiens vivant sous administration musulmane. En 752, la ville de Narbonne, la plus grande ville de la région, se souleva contre sa garnison arabe. Ses habitants chrétiens ouvrirent des négociations avec Pépin. Pépin assiégea la ville, mais la garnison arabe résista pendant 7 ans. 7 ans de siège. C'est l'un des sièges les plus longs de toute l'histoire carolingienne. Finalement, en 759, les habitants de Narbonne massacrèrent la garnison arabe et rendirent la ville à Pépin en échange de garanties sur leurs lois et leurs coutumes. Cet épisode de Narbonne est remarquable pour plusieurs raisons. Il montre d'abord que Pépin avait une patience stratégique remarquable. Il n'abandonna pas le siège, il attendit 7 ans. Cela témoigne d'une volonté de puissance extraordinaire. Il montre aussi que la frontière entre le monde franc et le monde musulman n'était pas seulement une frontière militaire, mais une réalité humaine complexe, faite de populations mixtes, de négociations, d'accords locaux. Avec la prise de Narbonne, Pépin chassa définitivement les forces musulmanes de ce qui est aujourd'hui la France. La frontière pyrénéenne qui existe encore de nos jours comme séparation entre la France et l'Espagne fut en grande partie consolidée sous son règne. Maintenant, parlons d'un aspect de la vie de Pépin qui touche à la vie privée et aux relations humaines.
parce que les grands personnages historiques ne sont pas seulement des machines à prendre des décisions politiques. Pépin épousa Berthe, surnommée Berthe au grand pied, dans les années 740. Ce surnom mystérieux, Berthe au grand pied, a fasciné les historiens et les folkloristes pendant des siècles. Certains pensent qu'il décrivait littéralement une déformation du pied. D'autres pensent que c'est une déformation linguistique d'un autre qualificatif. D'autres encore y voient une référence à la grandeur de son lignage. On ne sait pas avec certitude. Ce que l'on sait, c'est que l'union de Pépin et de Berthe fut un mariage qui fonctionna. Dans un monde où les mariages royaux étaient des transactions diplomatiques, souvent froids et parfois violents, Pépin semble avoir eu une relation stable avec sa femme. Berthe lui donna plusieurs enfants, dont 2 fils qui survécurent, Charles, le futur Charlemagne, et Carloman, qui mourut jeune. Les chroniques suggèrent que Berthe eut une influence politique réelle. Elle est mentionnée lors de plusieurs décisions importantes, présente aux côtés de son mari lors de cérémonies cruciales. Elle n'était pas une reine effacée. Dans le monde carolingien, les femmes de la famille royale jouaient un rôle actif dans la gestion des domaines, l'éducation des enfants et parfois la négociation politique. Berthe semblait être de celle-là. Il faut aussi parler de la relation de Pépin avec son frère Carloman, celui qui était parti vivre comme moine en Italie. Parce que cette relation prit un tour inattendu. Quand Pépin mena ses campagnes militaires en Italie pour aider le pape, il se retrouva à agir sur le même territoire où son frère vivait comme moine. Le pape Étienne II, lors de son voyage en France, était passé par le Monte-Cassin où Carloman était installé. Et Carloman, l'ancien maire du palais devenu moine, fit quelque chose de surprenant. Il essaya de convaincre le pape de ne pas faire appel à Pépin. Il s'opposa à l'intervention franque en Italie. Les raisons de cette opposition sont obscures. Peut-être Carloman avait-il des sympathies pour les Lombards. Peut-être avait-il des scrupules religieux sur les guerres menées en nom de la politique pontificale. Peut-être voulait-il protéger la paix de sa retraite monastique. Quoi qu'il en soit, le pape n'écouta pas Carloman, et Pépin mena ses campagnes comme prévu. Carloman fut d'ailleurs, lors de la 2e campagne, placé sous surveillance ou en résidence forcée pour éviter qu'il ne crée des problèmes. Le frère moine était devenu un gêneur politique. Il mourut en 754, quelques mois après ces événements, officiellement de maladie. Officiellement. Parlons maintenant de quelque chose que Pépin fit, une chose qui peut sembler être un simple détail administratif, mais qui est en réalité d'une importance culturelle considérable. Pépin réforma la liturgie franque. La façon dont on chantait dans les églises du royaume franc était différente de la façon dont on chantait à Rome. Des variantes locales s'étaient développées pendant des siècles, des traditions musicales propres aux différentes régions. Pépin décida d'unifier tout cela. Il fit venir des chantres et des musiciens de Rome pour enseigner le chant romain dans les monastères francs. Il imposa progressivement ce qu'on appelle le chant grégorien comme norme liturgique du royaume franc. Cette réforme musicale n'était pas anodine. La liturgie était au cœur de la vie médiévale. La façon dont on priait, dont on chantait, dont on célébrait les sacrements, définissait une identité religieuse et culturelle commune. En imposant la liturgie romaine, Pépin unifiait symboliquement son royaume autour d'une pratique religieuse partagée. Il créait une identité culturelle commune pour ses sujets, du nord de la Germanie au bord de la Méditerranée. C'est une chose que les grands hommes politiques font souvent. Ils utilisent la culture pour créer la cohésion que la force seule ne peut pas imposer. Pépin était, à cet égard, profondément moderne dans sa façon de penser le pouvoir. Il y a encore un autre aspect du règne de Pépin qui mérite votre attention, la question de l'héritage et de la succession. Pépin avait résolu de manière brillante le problème de sa propre légitimité, mais il était conscient que le problème pouvait se reposer pour ses enfants. La tradition franque de diviser l'héritage entre les fils était une malédiction récurrente. Les querelles entre frères avaient déjà affaibli le royaume à plusieurs reprises. Charles Martel lui-même avait dû se battre contre ses demi-frères pour prendre le pouvoir. Pépin essaya de prévenir ce problème en obtenant dès le vivant de ses fils la bénédiction papale sur leur succession, comme nous l'avons vu lors du sacre de 754. Mais il ne put pas entièrement échapper à la tradition. À sa mort en 768, il divisa quand même son royaume entre Charles et Carloman, comme son père avait divisé le sien entre lui et son frère. La mort de Pépin le Bref survint le 24 septembre 768,
à Saint-Denis, le monastère royal. Il avait 54 ans, ce qui pour l'époque représentait une vie longue. Il mourut d'une hydropisie, c'est-à-dire ce que nous appellerions aujourd'hui une insuffisance cardiaque congestive avec œdème généralisé. Ce n'était pas une mort glorieuse sur le champ de bataille. C'était une mort lente, douloureuse, qui lui laissa le temps de régler ses affaires et de préparer sa succession. Il fut enterré à Saint-Denis, non pas en position normale, face vers le haut, mais face contre terre. Il avait demandé cela lui-même. Certains y voyaient une humilité chrétienne sincère, le pécheur qui s'incline devant Dieu dans la mort comme dans la vie. D'autres y voyaient la continuation d'une pénitence pour avoir renversé la dynastie légitime et usurpé le trône. Nous ne saurons jamais avec certitude l'intention profonde de ce geste, mais il est révélateur d'un homme qui, même dans ses derniers instants, était attentif aux symboles et aux messages qu'ils envoyaient. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose que les historiens débattent encore aujourd'hui et qui concerne la nature profonde de ce que Pépin accomplit. Était-il vraiment le révolutionnaire que l'histoire a fait de lui, ou était-il simplement un homme pratique qui résolvait des problèmes concrets à mesure qu'ils se présentaient? La réponse honnête est probablement quelque part entre les deux. Pépin ne s'assit pas un matin avec une feuille blanche et décida d'inventer la relation entre l'Église et l'État qui allait définir l'Europe médiévale. Il répondit à des opportunités et des nécessités. Il avait besoin de légitimité, la papauté avait besoin de protection militaire. L'équation était simple. Ce qui est remarquable, c'est la façon dont il conceptualisa cette équation, la formalisa, en fit un précédent, lui donna une structure juridique et symbolique durable. Un autre homme à sa place aurait peut-être simplement pris le pouvoir brutalement et laissé la question de la légitimité se régler d'elle-même avec le temps. Pépin fit quelque chose de plus subtil et de plus durable. Il construisit un édifice de légitimité si solide que ses ennemis ne purent jamais vraiment contester son droit à régner. Regardons maintenant l'héritage de Pépin le Bref. Pas seulement l'héritage immédiat, Charlemagne et l'Empire carolingien, mais l'héritage profond, celui qui touche aux structures fondamentales de nos sociétés. La relation entre le pouvoir religieux et le pouvoir politique que Pépin établit en 751 et 754 fut l'une des plus productives et des plus conflictuelles de toute l'histoire européenne. Le principe qu'un chef religieux peut sacrer ou désacrer un chef politique, que la légitimité du souverain passe par la bénédiction de l'Église, ce principe que Pépin introduisit dans la pratique franque devint la norme européenne pendant des siècles. Il alimenta des querelles gigantesques, la querelle des investitures entre papes et empereurs au XIe et XIIe siècle, les guerres de religion du XVIe siècle, les débats interminables sur la séparation de l'Église et de l'État qui continuent jusqu'à nos jours. Les États pontificaux que Pépin créa en 754 survécurent jusqu'en 1870. 11 siècles d'existence pour une entité politique née d'une transaction entre un maire du Palais franc et un pape aux abois devant les Lombards. Ce n'est pas rien. L'idée que la sacralité du roi, que son autorité divine passe par le sacre, par l'onction par l'Église, cette idée que Pépin introduisit en France en 751 survécut à la Révolution française, à la République, à tout. Les rois de France furent sacrés à Reims pendant 1000 ans. Le dernier sacre royal français fut celui de Charles X en 1825, 18 siècles après Pépin. Et il y a quelque chose d'encore plus intime dans l'héritage de Pépin. Ce fils qu'il sacra en 754, ce Charles qui reçut l'huile sainte sur la tête pendant qu'il était encore enfant, ce fils qui devint Charlemagne et créa un empire qui couvrit presque toute l'Europe, ce fils dont les descendants régnèrent sur la France jusqu'en 987, sur le Saint-Empire jusqu'au XIIIe siècle, sur des royaumes à travers toute l'Europe, ce fils est le pivot généalogique de l'aristocratie européenne. Les historiens ont calculé que pratiquement tous les Européens d'ascendance ancienne descendent de Charlemagne, et Charlemagne descend de Pépin. Ce qui signifie que Pépin le Bref, cet homme petit, discret, peu connu du grand public, cet homme que l'histoire a mis dans l'ombre de son fils et de son père, est probablement l'ancêtre de la quasi-totalité de la population européenne actuelle. La prochaine fois que quelqu'un vous demande quel est l'homme le plus influent de toute l'histoire de France, vous pouvez leur parler de Pépin le Bref.
Pas parce qu'il fut le plus grand guerrier, le plus grand intellectuel ou le plus grand souverain, mais parce qu'il comprit quelque chose que très peu de gens comprennent vraiment, une chose qui est aussi vraie aujourd'hui qu'elle l'était au 8e siècle. Le pouvoir ne vient pas seulement de la force, il vient de la légitimité. Et la légitimité est une histoire qu'on raconte. Celui qui contrôle cette histoire contrôle le monde. Pépin le Bref contrôla son histoire. Et d'une certaine façon, il contrôla ainsi l'histoire de l'Europe entière.